Alors dans cette vidéo, on va parler de signature numérique ou électronique. On a longtemps parlé de chiffrement pour garantir la confidentialité. On a parlé de hachage qui permettait d'associer à un message de taille quelconque un haché de taille fixe. On a longtemps parlé du paradoxe d'anniversaire pour montrer que la complexité de l'attaque de collision c'était 2 puissance n sur 2. Donc ça, je pense que c'est à peu près compris. Maintenant, on va voir comment on peut utiliser les fonctions de hachage pour pouvoir signer un document numérique. Parce qu'on a dit que la signature doit être liée au document, et c'est pour ça qu'on a eu besoin de ces fonctions de hachage-là. C'était ça la motivation de cette partie. Donc la signature électronique a pour but de lier le document au signataire. Pour les signatures manuscrites, c'est déjà le cas. Votre signature, elle vous est propre. On peut vérifier que c'est bien votre signature qui a été apposée au bas d'un document parce que c'est votre main qui l'a forgée. Ici, la signature, elle va être créée, forgée par un algorithme qui va lier le document avec le signataire. On rappelle les propriétés que ça doit vérifier: authentique, infalsifiable, non réutilisable, inaltérable et non reniable. Ça, on l'a vu dans la vidéo sur le hachage précédemment. Assurer l'intégrité, ça aussi on l'a déjà vu. En pratique, c'est assez simple. Si on a un algorithme de chiffrement à clé publique et une fonction de hachage, on peut directement avoir un algorithme de signature. On n'a pas vraiment de cryptosystème à clé secrète qui permettent de garantir cette signature. Il faudrait un arbitre, il faudrait quelqu'un qui soit neutre, en dehors, qui puisse juger ça. Donc ça, on va oublier cette hypothèse de cryptosystème à clé secrète pour faire de la signature, on va se concentrer sur les cryptosystèmes à clé publique. Donc on sait que Bob a diffusé une clé publique N et E, par exemple pour RSA, et il garde secret D tel que ED égale 1 modulo P-1 Q-1. Et son secret, c'est aussi PQ, la factorisation de N. Eh bien, si on a une fonction de hachage, il va pouvoir utiliser ses valeurs secrètes, donc son D privé, sa valeur de déchiffrement, pour pouvoir créer, forger cette signature. Et la personne qui voudra vérifier que la signature est valide, elle utilisera N et E, qui sont les valeurs publiques. On préférera signer un condensé d'un message, parce qu'on se rappelle que pour RSA, pour le chiffrement, il faut que le chiffré soit de taille plus petite que N, que le module. La taille fixe suffisamment petite pour être utilisée efficacement par un cryptosystème à clé publique, parce que le problème, quand on fait de l'exponentiation modulaire, c'est que si le message est grand, eh bien n doit être grand, et calculer m puissance e ou m puissance d modulo n, c'est très coûteux. Donc on ne veut pas mettre en place de calculs trop lourds, donc on va essayer de réduire la taille de l'élément à chiffrer ou à déchiffrer, en tout cas à signer. Protocole de signature sera dit sûr s'il est impossible de falsifier SM d'un document sans connaître la clé secrète, même si on dispose de signatures d'autres documents. Admettons que vous ayez la signature de 50 documents, ça ne doit pas vous permettre de générer la signature d'un 51e. Attention, comme toujours, il est impossible en pratique de le réaliser, mais il sera toujours possible en théorie, puisque il y a bien quelqu'un qui a réalisé la signature de ce document, donc c'est réalisable, mais il ne faut pas que ça soit réalisable avec une quantité de calcul qui soit trop importante. Si c'est réalisable avec un nombre de calculs important, on dit qu'on a garanti une sécurité pratique, même si la sécurité théorique n'est pas atteinte. Il existe d'autres conditions nécessaires de sécurité, qui relèvent davantage des architectures de sécurité des cryptosystèmes à clé publique, ou du secret entourant la clé. Par exemple, on doit garantir que la clé publique appartient bien à telle personne. Ça, on a ce qu'on appelle un gestionnaire de PKI, donc Public Key Infrastructure, qui garantit que telle clé publique appartient à telle personne. C'est comme ça qu'on trouve la clé publique des gens. On ne leur demande pas quelle est votre clé publique, on va voir une infrastructure, c'est-à-dire on a comme un annuaire sur lequel on sait que la clé publique de telle personne est telle valeur. On a une confiance dans cet annuaire-là, et comme votre annuaire téléphonique, vous avez confiance que le numéro de la personne qui est dans l'annuaire est bien valide. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, un petit schéma qui résume ça. J'ai un document, je veux le signer, d'accord? Je veux apporter ma signature en bas de ce document-là. Première étape, je vais hacher le document, donc on a besoin d'une fonction de hachage. Donc je pars d'un message M, Alice part de ce message, elle calcule le haché du message dans un premier temps. Ensuite, elle va utiliser un algorithme de signature pour créer cette signature-là. Donc pour pouvoir faire cette génération de signature, il faut qu'elle ait en possession la clé secrète correspondante à sa clé publique. Donc là, avec cette clé secrète-là, elle va pouvoir générer la signature du document.
c'est sa fonction de déchiffrement qui, appliquée au haché du message, va nous donner le document signé. Résultat, eh bien, on aura la signature du document qui est le déchiffrement à l'aide de la clé secrète du haché du message. Donc on envoie ensuite le message et la signature du message. Alors là, il y a un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que le message n'est pas chiffré. D'accord? Quand on signe un message, le message il est clair. C'est la signature qui, elle, fait intervenir du secret, mais le message, lui, est clair. D'accord? Quand vous allez chez le notaire, il ne vous fait pas signer un message chiffré. Sinon, vous ne le comprendriez pas. Il vous fait signer un message clair. Donc là, ça va être pareil. On a enfin le message avec la signature en bas du document. Donc ça, c'est la génération de la signature. Comment elle va faire pour signer? Donc elle utilise sa clé secrète pour pouvoir, ou sa clé privée, pour pouvoir générer cette signature-là. Et la personne qui va vérifier la validité de la signature, donc la vérification, c'est la deuxième étape, elle va utiliser la clé publique d'Alice. Donc dans le cadre de RSA, c'est E et N pour la clé publique, alors que la clé privée, c'était juste le petit d. Elle va appliquer à la signature, donc elle extrait, prend la signature d'une part et le document d'autre part. Elle va appliquer à la signature l'algorithme de vérification, donc elle utilise la clé publique, KE, à partir de la signature. Elle regarde le résultat obtenu. Et d'autre part, elle hache le document et elle applique l'algorithme de vérification de la signature au haché du document. Et bien si ces deux valeurs-là, les deux signatures sont les mêmes, si le chiffrement de la signature est égal au chiffrement du haché du document, alors c'est que la signature est valide. Donc on voit ici, le chiffrement de la signature avec la clé publique est égal au haché du document. Alors, on sait que la signature est valide. On va voir l'exemple de RSA, parce qu'ici je parle de clé publique et clé privée au sens large. On va voir comment ça fonctionne avec RSA. Vous allez voir que c'est très simple. C'est de l'analogue du chiffrement, mais dans le sens inverse. Donc pour RSA, on se rappelle qu'on a des clés, donc P et Q qui sont secrets. On a N qui est le produit P fois Q, et phi de N qui est P-1 Q-1. La personne qui donne les paramètres publics N et E, tels que E est premier avec P-1 Q-1, donc PGCD de E et phi de N égale 1, garde secret P, Q et D. D, c'est l'entier tel que ED égale 1 modulo P-1 Q-1. Donc ça, c'est vraiment les paramètres de RSA comme on l'a déjà vu dans la vidéo sur RSA. On dispose d'une fonction de hachage H qui est à sens unique que tout le monde connaît. Donc première étape, pour générer la signature, Alice va hacher le message, M, elle prend la fonction de hachage que tout le monde connaît, donc tout le monde sait comment on opère ce hachage, tout le monde sait quelle fonction on utilise, donc ça c'est quelque chose de public. Et une fois qu'elle a calculé ce haché, elle utilise sa valeur secrète de déchiffrement D pour calculer la signature. Elle fait HM puissance D, modulo N, et ça c'est la signature du message. Le document signé est alors le couple M, S de M. Il va pouvoir, d'une part, pour la vérification, calculer ce haché de M, ici, et d'autre part, calculer le chiffré avec E, petit e, de S de M. On va voir comment ça fonctionne. Pour vérifier, donc Bob qui reçoit le document M avec la signature, pour vérifier que c'est bien la signature de ce message-là qui est lié à ce document, parce que quelqu'un d'illégitime pourrait avoir altéré le document, pour avoir changé une valeur dedans. Donc il faut bien que le vérificateur, donc ici Bob, garantisse que la signature est bien liée à ce message-là. Donc il a la clé publique d'Alice, N et E, il va calculer d'une part le haché du message. Donc je mets M tilde parce que je ne suis pas sûr pour l'instant que c'est le bon message. Il va vérifier, si M égale M tilde, ben ce sera le bon message, mais si c'est un autre message, la vérification ne fonctionnera pas. Donc il va hacher ce M tilde qu'il reçoit, d'une part, et d'autre part, il va calculer le SM qu'il a reçu en élevant la puissance E. Il doit retomber sur le haché de M tilde. Si ces deux valeurs-là sont les mêmes, alors c'est que la signature a été véritablement réalisée, elle est authentique. Si c'est pas la même valeur, eh bien ça veut dire qu'il y a eu altération, usurpation, il y a eu une fraude dans le protocole. Parce que SM puissance E, c'est HM puissance ED, parce que SM, on rappelle que c'est HM puissance D.
Donc Sm puissance E, c'est Hm puissance D puissance E. Donc c'est Hm puissance ED. Et là, comme pour le chiffrement, ED ont été choisis de telle manière à ce que Hm puissance ED, ça fait Hm puissance 1. Puisque ED, ils sont congrus à 1 modulo P-1 Q-1. Donc Hm modulo N, bah, ça me donne Hm. Puisque Hm, c'est le He, il est petit. Donc modulo M, on retombe bien sur le Hm de départ. Et si le document est authentique, alors on aura l'égalité entre les deux He. Voilà comment fonctionne la signature numérique. Si on a un algorithme de chiffrement à clé publique et une fonction de hachage, alors on peut construire un algorithme de signature électronique. Il nous faut vraiment la fonction de hachage pour garantir qu'il n'y a pas eu d'altération et pour pouvoir calculer le haché de n'importe quel document. Parce qu'on va faire des calculs modulo n, alors si le haché n'était pas suffisamment petit, eh bien on aurait plusieurs valeurs qui seraient réalisables. Si on a une fonction de hachage qui ne résiste pas aux collisions, c'est-à-dire qu'on pourrait trouver deux messages M et M', peut-être qu'ils aient le même haché, alors la signature ne serait pas valable, puisqu'on pourrait avoir deux messages distincts qui auraient la même signature. Parce que ce qu'on vérifie, c'est juste que le haché de M' ou M' soit égal au chiffré de la signature. Donc ça, on ne peut pas. Donc il faut garantir que notre fonction de hachage, elle résiste aux collisions, elle résiste aux préimages et aux secondes préimages. Et ça nous donne des fonctions de hachage qui sont publiques, qui s'appellent SHA-3, qui s'appellent SHA-256, qui s'appellent Whirlpool. Il y a plein de fonctions de hachage comme ça qui existent, que vous pouvez utiliser, et qui sont des standards de l'industrie, des signatures sur Internet. Voilà, fin de cette vidéo.